L'indépendance énergétique prend une place importante dans le débat public, surtout en ce moment. Les ressources mondiales en uranium se réduisent et nos déchets nucléaires prennent de plus en plus de place alors que la demande électrique ne cesse d'augmenter. Et pourtant, si je vous disais qu'il existe une technologie capable de réutiliser ces déchets nucléaires pour produire de l'électricité avec un meilleur rendement thermodynamique que nos centrales actuelles, et que la France a longtemps été pionnière dans ce domaine. Bonjour à tous, je suis David Moiraf, et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Réacteur dédié aux surgénérateurs et aux réacteurs à neutrons rapides. « 1946. À la fin du Manhattan Project, un nouveau type de réacteur entre en opération à Los Alamos National Laboratory aux États-Unis. Ce réacteur, nommé Clementine, avait pour but de déterminer les propriétés de matériaux pour le développement d'armes nucléaires. Il s'agit du tout premier réacteur à neutrons rapides. En parallèle, des expériences sont menées afin d'étudier la possibilité de réaliser un surgénérateur civil. En 1949, démarre la construction du Experimental Breeder Reactor 1, ou EBR-1, qui, en 1951, fut la toute première centrale nucléaire à produire de l'électricité. Jour historique, immortalisé par cette photo où l'on voit 4 ampoules de 200 watts illuminées grâce à l'énergie nucléaire. L'objectif premier du EBR-1 n'était pas de produire de l'électricité, mais de prouver que le réacteur était capable de créer plus de plutonium qu'il n'en consommait, pouvant être utilisé aussi bien dans un programme civil que militaire. C'est le principe de la surgénération, prédit par le prix Nobel de 1938, le docteur Enrico Fermi. D'autres réacteurs seront développés par plusieurs pays à travers le monde, notamment la France qui devient pionnière de la recherche. À Cadarache, le premier réacteur à neutrons rapides, Rhapsody, fut conçu en 1957. Il est nommé ainsi en raison des vertus musicales de ce nom, qui associe les neutrons rapides au sodium. Rhapsody utilisait du plutonium, mais il n'était pas capable de créer plus d'atomes de combustible qu'il n'en consommait. Le développement de cette filière donna donc naissance à des surgénérateurs. Phoenix en 1973, puis Super Phoenix en 1985. Cependant, ces réacteurs furent marqués par une opposition politique forte dès la construction, notamment Super Phoenix, qui subit une manifestation de fédérations anarchistes qui causa des attaques au cocktail Molotov en 1977, et même une attaque au lance-roquettes par un militant du parti écologiste suisse en 1982. 5 roquettes sont tirées, 2 seulement touchent la cible, mais heureusement, les dégâts causés sur le béton renforcé furent mineurs, et il n'y a eu aucune conséquence dramatique. Finalement, l'opération de ces réacteurs est ponctuée de nombreux incidents qui entraînent des arrêts et des surcoûts. À l'arrivée au pouvoir de la gauche plurielle, le Premier ministre Lionel Jospin annonce que Super Phoenix sera abandonné sous la pression des écologistes, malgré les rapports scientifiques qui s'opposent aux raisons officielles de cette décision. En 1998, le Super Phoenix s'éteint d'une action strictement politique. Vient alors le Forum international Génération 4 qui définit et promeut les systèmes nucléaires de 4e génération. Parmi les 6 concepts retenus, 3 d'entre eux sont strictement des réacteurs à neutrons rapides, un autre est le réacteur à sel fondu, que l'on a déjà vu dans l'épisode précédent et qui n'est pas incompatible avec ce concept. En 2006, le président Jacques Chirac décide de lancer la conception au sein du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA,
d'un prototype de réacteur de 4e génération. Ainsi va naître en France le projet Astrid en 2010, mais il sera avorté en 2019 après avoir coûté plus de 700 millions d'euros. Le gouvernement et le CEA jugent que les réserves en uranium sont suffisantes pour ne pas avoir à s'en soucier avant la fin de la première moitié du XXIe siècle. C'est ainsi que la filière fut quasiment abandonnée en France. Ce n'est pas le cas des autres pays, et plusieurs surgénérateurs et réacteurs à neutrons rapides fonctionnent dans le monde. Le BN800 est le réacteur à neutrons rapides le plus puissant, générant plus de 800 MW de puissance électrique à la Russie. De nouveaux concepts vont émerger aux États-Unis, en Chine, en Inde et en Corée du Sud, avec une mise en service prévue avant 2030. Pour bien comprendre le fonctionnement des réacteurs à neutrons rapides, il faut se replonger dans les mécanismes des réacteurs à eau pressurisée que l'on utilise aujourd'hui. Les neutrons émis lors de la fission ont initialement une vitesse élevée qui limite la probabilité qu'ils interagissent avec la matière fissile et conduisent à une réaction en chaîne. Dans un réacteur conventionnel, pour augmenter la probabilité de fission, les barres de combustible sont plongées dans de l'eau afin de thermaliser, c'est-à-dire ralentir les neutrons. C'est ce qu'on appelle un modérateur. Les neutrons sont alors appelés thermiques et ont une haute probabilité de fissionner un atome d'uranium-235. Bien qu'elle soit bon marché, facilement disponible et facilement purifiée, l'eau peut absorber un neutron et l'éliminer de la réaction. Elle le fait juste assez pour que la concentration d'uranium-235 dans l'uranium naturel soit trop faible pour entretenir la réaction en chaîne. En effet, l'uranium naturel n'est composé qu'à 0,7% d'uranium-235, le reste étant de l'uranium-238 absorbant les neutrons thermiques sans se fissionner. Lors de l'absorption, l'uranium-238 devient plutonium-239. Ce noyau de plutonium peut continuer d'absorber les neutrons et former d'autres éléments dits transuraniens, c'est-à-dire plus lourds que l'uranium. Ces éléments sont problématiques car ce sont des déchets radioactifs de haute activité à vie longue, comme par exemple le plutonium-239, non seulement l'élément le plus radiotoxique, mais avec une demi-vie de plus de 24 000 ans. Pour augmenter la probabilité de fission et avoir une quantité suffisante de neutrons dans le réacteur qui permettent d'entretenir cette réaction, une solution est de produire des barres d'uranium enrichies en augmentant la concentration d'uranium-235 dans le combustible entre 3 et 5%. On peut aussi utiliser d'autres modérateurs comme l'eau lourde ou le graphite qui vont absorber moins de neutrons et donc permettre l'utilisation d'uranium naturel. Cependant, le problème reste le même, quel que soit le modérateur, le fonctionnement du réacteur va produire des éléments qui vont difficilement se fissionner, ne créant pas de nouveaux neutrons mais en absorbant. Après 12 à 18 mois de fonctionnement, la quantité de neutrons produite est insuffisante pour alimenter la réaction en chaîne. Il faut alors remplacer les barres de combustible. Dans les réacteurs à neutrons rapides, les neutrons ne sont pas modérés. L'eau est remplacée par un autre fluide caloporteur, comme du sodium liquide, du plomb liquide, de l'hélium gazeux ou encore des sels fondus, qui ne ralentissent pas les neutrons. Pour augmenter les probabilités de fission, une solution est donc d'ajouter plus de barres de combustible, augmentant la quantité de neutrons dans le réacteur. Les neutrons rapides sont capables de fissionner l'uranium-238 beaucoup plus facilement, faisant un usage bien plus efficace des combustibles naturels. Mais c'est aussi le cas pour la plupart des éléments transuraniens, étant d'habitude des déchets radioactifs de haute activité à vie longue. Ainsi, tant que le réacteur fonctionne, la quantité d'éléments problématiques diminue car ils seront éventuellement fissionnés en éléments plus petits. Après un certain temps, les barres de combustible sont consommées et ne produisent plus assez de neutrons pour maintenir la réaction de fission. Des sous-produits de fission ont été générés et il y a une accumulation de plutonium-239 due à la transmutation de l'uranium-238 qui est plus rapide que la fission du plutonium-239. Sauf que, au lieu d'enterrer les barres de combustible pendant des millénaires, elles sont réutilisées. On sépare l'uranium, le plutonium et les sous-produits de fission. Ces derniers sont des déchets radioactifs non recyclables et sont enterrés. L'uranium et le plutonium restants peuvent servir à la production de nouvelles barres de combustible qui sont composées à 80% d'uranium
et à 20% de plutonium pour les réacteurs à neutrons rapides. Sauf que, on peut aussi recycler les barres de combustible des réacteurs conventionnels. En effet, en fin d'utilisation, ces barres contiennent 95% d'uranium, 1% de plutonium et 4% de sous-produits. On peut donc récupérer 20 barres venant des centrales actuelles pour fabriquer une barre pour un réacteur à neutrons rapides. Alors, cela peut ne pas paraître énorme, sauf que, comme l'opération des réacteurs a tendance à produire plus de plutonium qu'elle n'en consomme, on peut utiliser le reste d'uranium pour créer de nouveaux combustibles. On produit ainsi plus de matériaux fissiles qu'on en consomme, c'est le principe de la surgénération. C'est possible car une fission produit en moyenne plus de neutrons à la fois. Or, pour entretenir la réaction en chaîne, un seul neutron est nécessaire. Dès lors qu'on en produit plus de 2, ces autres neutrons peuvent être absorbés par plusieurs atomes fertiles. Pour qu'elle fonctionne, il faut nécessairement des réacteurs à neutrons rapides ou utiliser du thorium. On peut créer des barres de combustible recyclées pour les réacteurs à neutrons thermiques, que l'on appelle MOX pour Mixed Oxide, constitués à 92% d'uranium et à 8% de plutonium. L'inconvénient est que ce plutonium ne va pas toujours se fissionner, créant des déchets beaucoup plus dangereux que ceux des réacteurs conventionnels. L'utilisation de réacteurs à neutrons rapides reste plus avantageuse, bien qu'il existe certains inconvénients. Les réacteurs à neutrons rapides permettent de fermer la chaîne du combustible. Cela permet non seulement de réduire nos déchets radioactifs de haute activité à vie longue, mais aussi d'optimiser l'efficacité de l'utilisation de nos ressources en uranium. Dans la conjoncture actuelle, les réacteurs conventionnels risquent de se heurter à un problème d'approvisionnement d'ici le siècle prochain. Grâce aux neutrons rapides et à la surgénération, nous sommes capables de grandement repousser ces limites. Rien qu'avec nos réserves actuelles en France, nous avons assez de combustible pour répondre à nos besoins énergétiques pendant 2000 ans. La surgénération est aussi possible en utilisant du thorium-232, qui peut absorber un neutron et se transmuter en uranium-233, qui est lui fissile avec des neutrons thermiques. L'avantage est que le thorium est 3 fois plus abondant sur Terre que l'uranium, mais je garde les détails pour une prochaine vidéo. L'utilisation de métaux liquides, de gaz ou de sel fondu comme fluide caloporteur offre beaucoup d'avantages. La température de vaporisation des caloporteurs liquides est très élevée et il n'y a même pas de limite pour les caloporteurs gaz. Ainsi, le réacteur à neutrons rapides peut fonctionner à plus haute température, ce qui permet donc une meilleure efficacité thermodynamique. Le réacteur peut fonctionner à pression ambiante, ce qui rend sa conception beaucoup plus simple. On peut quand même augmenter la pression pour monter plus haut en température et donc améliorer le rendement. Un équilibre optimal est déterminé entre le surcoût lié à la pression et le gain lié à l'efficacité thermodynamique. C'est un avantage certain, surtout par rapport à l'eau. En plus, la conductivité thermique est avantageuse pour les métaux liquides et les sels fondus, mais cela n'est cependant pas le cas pour les réacteurs nucléaires à caloporteur gaz qui posent des problèmes d'étanchéité et où le transfert de chaleur est médiocre. Finalement, contrairement aux réacteurs actuels, les barres de combustible pourraient être refroidies passivement. Un accident comme Fukushima serait alors impossible, même si les systèmes de pompage du circuit primaire lâchent après une coupure de courant. La sûreté de ces machines est donc améliorée. Alors, malgré tous ces avantages, qu'est-ce qui fait que ces réacteurs ne sont pas actuellement en opération et quels sont les arguments qui font que la France a abandonné cette technologie? La recharge en combustible n'est pas évidente dans ce type de réacteur lorsque le fluide caloporteur est opaque. L'utilisation d'outils optiques, comme les caméras, est impossible. Des capteurs ultrasonores sont par exemple développés au CEA afin de réaliser une inspection rapide des composants immergés dans les milieux sodium liquide jusqu'à 500 degrés Celsius. Cependant, en utilisant du gaz comme fluide caloporteur, les maintenances et interventions sont facilitées par sa transparence. Les réacteurs à neutrons rapides ne sont, pour l'instant, pas attractifs d'un point de vue économique. Le recyclage du combustible, la construction et l'opération de ces machines coûtent bien plus cher que les technologies actuelles.
À moins que le prix de l'uranium n'explose ou que les frais de construction chutent, ces réacteurs ne sont, aujourd'hui, pas compétitifs. Le sodium est souvent utilisé comme fluide caloporteur car il est très faiblement modérateur et qu'il a des paramètres physiques avantageux. Cependant, l'exploitation de ce fluide présente un risque important. Le sodium peut non seulement brûler dans l'air, mais il réagit très violemment au contact de l'eau. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé sur le réacteur Rhapsody. Alors qu'il était à l'arrêt depuis plus de 10 ans, le réservoir de sodium a explosé durant son nettoyage, blessant 4 techniciens et causant la mort de l'ingénieur René Allègre. Le plomb liquide ou l'hélium gazeux sont beaucoup moins réactifs avec l'eau ou l'air. Cependant, le plomb peut causer une corrosion importante des parois internes du réacteur, mais se solidifie en cas de fuite. Par ailleurs, une fuite importante d'un caloporteur gaz peut relativement facilement conduire à la fusion du cœur. Dernier point, mais non des moindres, la concentration importante de plutonium dans les centrales pose un risque de prolifération d'armes nucléaires. En effet, le plutonium est un élément de choix. Il ne nécessite pas d'enceinte d'enrichissement et il suffit de ne faire disparaître que quelques kilogrammes dans le temps pour concevoir une arme radiologique. Il y a donc une certaine appréhension à mettre en service des centrales contenant cet élément en abondance partout à travers le monde. L'utilisation de neutrons rapides est très prometteuse pour l'avenir de la fission nucléaire, où les déchets nucléaires, les risques radiologiques et, surtout en ce moment, l'indépendance énergétique alimentent le débat public. Ces réacteurs ont déjà fait leurs preuves, et même s'il reste une marge de progrès technologique pour faire face à leurs défauts, il ne manque que la volonté politique pour commencer leur exploitation. Dans le prochain épisode de Réacteur, nous laissons de côté ces technologies de relativement court terme pour repartir du côté de la fusion nucléaire. J'ai déjà parlé des tokamaks et des stellarators, mais je n'ai pas parlé d'un autre type de technologie qui détient pourtant le record du plus haut facteur de gain d'énergie de fusion à ce jour. Dans le prochain épisode, nous partirons à la découverte des réacteurs à fusion par confinement inertiel avec laser.